Alors, bonjour Yvette. Bonjour Karine. Merci d'avoir accepté cette interview, ça me fait très plaisir. Moi aussi ça me fait plaisir, puisqu'il y a si longtemps qu'on travaille ensemble. Oui, c'est C'est vrai. bien Ça d'avoir cette fait... occasion de faire le point. Oui, ça fait 20 ans. 20 ans. Ouais, presque Exactement. 20 ans en tout cas. Oui. Ça fera 20 ans en octobre. Donc toi, tu as été cofondatrice de la RAVO, Tout à fait. puis directrice ou présidente Présidente, de oui, la c'était RAVO le terme qui avait été employé. pendant très longtemps. Oui. Est-ce que tu es d'accord donc qu'on commence par le début, c'est-à-dire comment s'est fondée la RAVO? Qu'est-ce que la RAVO d'abord? Peut-être, parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas sûrement. Absolument. Et puis, comment ça s'est fondé donc, en 2000, lorsque le centre d'enregistrement pour requérants d'asile est arrivé à Valorbe? Je pense que le plus juste, c'est de parler justement du climat ici à Valorbe. Dans les années 90, il y avait donc quelques personnes du village et de la région qui se sont mis ensemble, des personnes catholiques, protestantes, évangéliques, qui se sont mises ensemble pour réfléchir sur des sujets fondamentaux ou pas, mais enfin en relation avec la foi chrétienne. Et ces gens ont organisé le parcours œcuménique. Et ce parcours œcuménique a tenu quand même bien quelques années. Et l'hiver 98-99, ça fait donc déjà un bon moment, eh bien le thème qui a été choisi, c'était se réfugier. Et à cette occasion, les personnes responsables ont invité le groupe Agora de Genève. Agora qui veut dire association genevoise œcuménique auprès des requérants d'asile. Et ces personnes sont venues ici nous parler un peu de leur travail d'accueil pour les réfugiés à Genève. Et lors de leur soirée, ils nous ont informé que, voilà, que le centre des requérants de Genève allait déménager. Et il semblait, d'après ces personnes, que Valorbe était sur les rangs. Ce qui s'est avéré réel. Et à partir de là, eh bien, on a dû réfléchir qu'est-ce qu'on va faire si le centre s'installe à Valorbe. Déjà, est-ce possible? On avait peine à y croire, un village de 3000 habitants. Mais ce qui intéressait la Confédération, c'est qu'on était justement à l'écart des villes et puis qu'on était près de la frontière. Et, point supplémentaire, il y avait à Valorbe une ancienne caserne qui ne choisissait plus d'employés pour les militaires et puis il fallait changer d'affectation. Mais voilà, les personnes intéressées par la chose, intéressées à faire partie d'une équipe d'accueil, ont été invitées à s'inscrire un soir. Et puis voilà, sur l'affiche, il y avait des noms, certains que je ne connaissais pas du tout, des personnes que je me demandais d'où elles arrivaient. Et puis, pour moi, j'ai mis mon nom parce que bien sûr qu'on réfléchit en se disant mais vraiment est-ce que je me vois faire ça? Est-ce que je m'imagine faire quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Et puis là je me suis dit ben, je suis chrétienne, alors ce serait normal que les personnes chrétiennes de la région s'investissent dans un accueil comme ça. Et c'est ça qui m'a encouragée ou qui m'a paru juste en tout cas. Et puis assez rapidement, eh bien, on était 8 personnes prévues pour former un comité. Madame Christiane Matisse, qui était professeure à la retraite ici à Valorbe, a tout de suite été prévue pour présider le groupe, ce qu'elle a accepté de faire avec plaisir et efficacité d'ailleurs. Et puis avec elle, on a vraiment creusé la question. Alors bien sûr que ce nom d'Arabo a toute une signification. Alors plusieurs noms sont sortis. Monsieur Frédéric Feller, qui faisait partie de notre groupe du démarrage d'Arabo, a proposé ça. Arabo, ce qui voulait dire association auprès des requérants d'asile, à Valorbe, œcuménique et humanitaire. Alors d'abord on partait avec une idée œcuménique et puis on s'est rendu compte qu'il y aurait autour de nous des personnes qui sont hors église, mais tout autant intéressées que nous à faire de l'humanitaire et à tendre la main aux requérants qui passeraient par là.
Et d'ailleurs, il y avait une personne qui faisait partie du comité depuis le début, qui était tout à fait dans cette position-là. Mais voilà, il fallait tout inventer. Ici sur Valorbe, comment faire, quel genre d'accueil est-ce qu'on voulait. Et ça s'est trouvé que finalement, c'est moi qui ai dû trouver l'endroit et puis trouver les bénévoles. C'était 2 secteurs qui m'ont été attribués. Secteur assez chargé. Assez chargé, et puis où on se trouve vraiment confronté à des êtres humains. Voilà, À la réalité à la immédiate, réalité pratique Mhm. sur Valorbe. Moi, ça faisait pas très longtemps que j'habitais à Valorbe, ça faisait 4 ou 5 ans. Et puis, mais j'avais la chance de travailler à l'Office du tourisme et puis de faire partie du conseil communal. Donc, c'était 2 portes qui permettaient de rencontrer du monde et de connaître bien les gens de la région. Et ça m'a été très profitable, en effet. Ouais. Alors, pour la question des bénévoles, eh bien, faisant partie d'une communauté chrétienne ici dans la région, ben voilà, en parler autour de soi. Il faut reconnaître que dans les communautés chrétiennes, les gens sont facilement enclins à accueillir, à avoir un peu d'ouverture. Et il y a beaucoup de personnes issues de ces milieux-là qui se sont inscrites et qui sont venues nous rejoindre. Et puis aussi, j'ai une famille importante ici dans la région. Ça a aussi ouvert des portes, ça c'est sûr. Et voilà, petit à petit, le groupe des bénévoles est monté quand même à une vingtaine de personnes. Avec ça, on pouvait démarrer quelque chose d'intéressant. Et puis, par contre, pour la question de l'endroit, alors ça, c'était plus compliqué. Sitôt que j'allais répondre à une annonce, disons, pour un local à louer ou un appartement à louer, il y avait en tout cas 3 critères qu'on s'était fixés. D'une part, il fallait que ce ne soit pas trop centré dans le village, pour pas trop déranger les habitants du village. D'autre part, il fallait qu'on ne soit pas trop loin du centre, parce que les requérants ne sauraient pas où on est. Et puis, ils auraient trop de difficultés à venir nous rejoindre côté Févilain. Et puis, le 3e point, c'était qu'il fallait qu'on trouve un endroit à plein pied. Parce qu'on n'allait pas s'installer dans une maison tout en haut, avec un bruit dans les escaliers constamment pour les autres personnes de l'immeuble, ça ne serait pas du tout adéquat. Alors, il y avait ces 3 critères. Et puis, partout où je passais, en m'intéressant à la location qui était là à pourvoir, les gens étaient très ouverts, très contents de me voir arriver. Mais quand j'expliquais le projet, les visages se fermaient. Les visages se fermaient assez vite. Ah, il y avait toutes sortes d'excuses. Alors, ah oui, mais écoutez, je crois que finalement, oui, il y a quelqu'un qui s'intéresse, qui va me rendre réponse d'ici une semaine. Enfin, voilà, on prenait les distances et c'était plus si intéressant que ça. Et là, franchement, on a eu beaucoup de peine et beaucoup de portes fermées. Oui. On comprenait bien que c'était pas le désir des gens de Valorbe que les choses aboutissent. Et comme ça, rien ne s'ouvrait, eh bien, j'ai eu affaire avec un des municipaux qui, lui, d'autre part, est un restaurateur. C'est lui qui avait été choisi pour faire les repas pour tous les requérants du centre. Et lui-même, il comprenait bien quelles étaient nos raisons, ce qu'on voulait faire, le pourquoi et le comment. Et puis, il a trouvé judicieux, disons, de nous donner un petit coup de main. Et en tant que municipal des bâtiments, alors il m'a dit, écoute, j'aurais quelque chose, un appartement, c'est pas grand, mais enfin un appartement qui correspond à vos critères. Alors, nous étions ravis, tu peux bien penser, et c'est ainsi qu'on a trouvé notre premier logement. Oui, c'est vrai que c'était vraiment petit. C'était une cuisine de 12 mètres carrés, une chambre plus grande, un peu plus grande, mais qu'on savait qu'on devrait donc remettre pour le service d'aide juridique, et puis chambre de bain, et c'est tout. C'était vraiment minuscule, mais je me souviendrai toujours
d'une phrase qu'une des municipales nous a dite. On s'est rencontrés à l'inauguration du centre autour du 15 novembre 2000, puisque c'est là que les choses se sont mises en route. Et puis je discutais avec cette municipale, puis elle me dit « Mais c'est bien assez grand, de toute façon vous n'aurez personne. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent à votre accueil? Mais ça ne va pas intéresser les Requérants, ils auront tout ce qu'il faut ici au centre. » Et ça, j'ai pris quand même ça comme gifle, parce que ça voulait vraiment dire, mais votre association, elle vaut rien. Voilà, c'était un petit peu, je pense, le point de vue de beaucoup de gens de Valorbe d'ailleurs, qui se sont dit, mais ça ne sert à rien votre histoire. D'une part, le centre d'enregistrement était opposé à notre présence, parce qu'ils avaient souci qu'on mette un peu les bâtons dans les roues, comme ils avaient eu à Genève d'ailleurs. Et puis la commune ne comprenait pas du tout, elle avait l'impression qu'on se mettait en travers de leur activité, que cette histoire d'accueil les concernait eux et le centre et pas nous, pas les habitants du village. Nous on était comme des villageois simplement, une association villageoise. Alors voilà, c'est dans ce style d'impression qu'on a démarré nos activités. Et donc on savait qu'on allait, c'était un appartement, une pièce qu'on prenait là en location, et d'ailleurs la commune nous a même aidé et favorisé, parce que là ils nous ont dit les 2 premiers mois, ce sera gratuit pour vous, et on avait eu de la chance. Notre premier jour d'ouverture officielle de l'accueil, c'était donc le 15 novembre 2000, eh bien, un homme est arrivé, il frappe, il entre, j'étais bien surprise de voir un beau monsieur entrer, et puis il me dit, ben voilà, je viens vous souhaiter la bienvenue. Ah bon? Et c'était le directeur des ressources humaines des usines métallurgiques qui venait nous souhaiter la bienvenue. Lui, il savait ce qu'on mettait en route, etc. Il en avait entendu parler. Il faisait aussi partie du conseil communal, donc il était au fait. Et puis, il a eu à cœur de venir nous souhaiter la bienvenue. Et il m'a dit, mais si vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, venez me voir. Mon bureau vous est ouvert. Ce sera volontiers si je peux vous rendre un service. Ça, j'ai trouvé tellement précieux, vraiment. Et par la suite, eh bien, sa femme est devenue bénévole parmi nous. Bien des années plus tard, lui-même, il a fait partie de notre comité. C'est quelqu'un qu'on a énormément apprécié. Et puis, au fur et à mesure des années qu'on a passées à Moutier 50, eh bien, on a pu faire nos rencontres de bénévoles dans le cadre, dans la cafétéria de l'usine, et puis on faisait même nos rencontres de comité dans leur salle de conférence. Donc là, on a eu, si beaucoup de gens au village étaient opposés à notre présence, alors on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir cette ouverture avec les usines métallurgiques de Valorbe, qui sont quand même les usines les plus importantes de la place. Il n'y a aucune entreprise plus grande que celle-là, donc on avait une place de choix. Ça, je tiens à le reconnaître. Jacques-André Galland a été précieux pour nous. On s'est rendu compte tout de suite que notre emplacement était peut-être difficile aussi à connaître par les Requérants. On n'était pas très loin géographiquement parlant, mais le chemin n'était pas évident. Nous étions au bord de la rivière, sur le territoire des UMV, les usines métallurgiques de Valorbe, et puis le centre était juste au-dessus de nous, mais le chemin n'était pas simple à connaître. Alors, rapidement, on s'est dit comment faire pour être efficace et juste. On a décidé que, comme il y aurait toujours 2 bénévoles en place chaque matinée ou chaque après-midi, la bénévole qui oserait, qui serait à l'aise de le faire, irait se promener sur la route près du centre. Et là, cette personne intercepterait les requérants quand ils sortent du centre. Les heures de sortie n'étaient pas si abondantes comme maintenant. Il y avait juste 5 heures de sortie dans la journée. Alors, on irait se promener sur le chemin
parler avec les requérants qu'on rencontrerait, leur présenter, leur dire mais venez nous voir, on peut vous offrir un café, vous suivez ce chemin. On leur donnait même, parce que tu avais fait à ce moment-là un petit plan en 3 dimensions pour permettre aux requérants de comprendre où nous étions. Et on distribuait ces plans et on parlait avec les gens. Alors il y a beaucoup, passablement de bénévoles qui n'osaient pas faire ça. Mais enfin, voilà, celles qui osaient le faisaient. Et les requérants suivaient ça parce qu'ils se rendaient compte, je pense, que les bénévoles qui leur parlaient comme ça sur la route étaient ouvertes, étaient dans l'amitié, choisissaient en tout cas cette voie-là. Et les personnes descendaient jusqu'à notre accueil. Et c'est ainsi que ça a démarré. Et puis, assez rapidement, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Voilà, au moment où les gens sont venus facilement à l'accueil, eh bien, il y avait la question de la place. On s'était rendu compte qu'autour de notre table de cuisine, puisque c'était ça qui était notre accueil, eh bien, on pouvait se mettre 12. Alors c'était bien. Ensuite, une fois qu'il y avait davantage de monde, on fait s'asseoir sur le radiateur. C'est encore ces bons vieux radiateurs en fonte qui tiennent le coup, sur lesquels on peut s'asseoir sans peine. On pouvait mettre 3-4 personnes sur le radiateur. Et puis, il y en a qui restaient debout. Après coup, eh bien, on s'est rendu compte que si, au moment où il y avait trop de monde, qu'on ne pouvait plus circuler dans la cuisine, on demandait aux requérants d'attendre à l'extérieur de ça, parce qu'il y avait un mini coin de jardin où les gens pouvaient s'asseoir sur le mur en attendant d'entrer, et comme ça on gardait les gens une demi-heure à l'intérieur, boire un café, parler avec eux, leur expliquer ce qui se passait dans la pièce à côté pour qu'ils puissent bénéficier du service juridique. Et puis ensuite on leur disait maintenant vous libérez la place pour les suivants qui attendent dehors. Et puis s'il pleuvait, il y avait une fontaine juste un peu plus loin, une fontaine historique, la fontaine de Saint-Pancras, qui est la base historique de l'existence du village de Valorbe. Et puis les gens pouvaient aller s'asseoir sous le couvert de la fontaine et attendre leur tour. Ils allaient s'installer à la gare, c'était le seul endroit où ils pouvaient trouver quelque chose qui soit chauffé, public. Ils allaient là-bas bavarder, rire, manger, ils prenaient des boîtes de sardines, des bières, et puis ils les laissaient traîner derrière eux à la salle d'attente, etc. Et ça faisait passablement de grincement dedans, bien sûr. Quand ils étaient dans les couloirs de la gare, ça résonnait, le personnel de la gare avait de la peine à faire son travail. Assez vite, ça s'est avéré difficile. Les gens du village sont quand même gênés par cette nouveauté qui change beaucoup l'aspect des rues, parce que jusque-là, à Valorbe, on rencontrait les gens du village, tout le monde se salue, tout le monde sait qui est qui. Mais tout à coup, à partir du 15 novembre 2000, le visage du village a changé. On voyait tout ce monde coloré souvent qui descendait la grande rue en équipe, en bande. Les valeurs-biais devaient quelquefois descendre du trottoir pour les laisser passer. Ça dérangeait beaucoup. Donc il fallait parler de tout ça. Puis il fallait parler d'une façon un peu ouverte. Et Hélène Kung a eu la bonne idée, elle a dit mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'à Ravo mette sur pied des occasions de parler, des occasions de partager, et de chercher ensemble avec les gens du village une solution. Et sauf erreur, le 21 janvier 2001, 2 mois après l'ouverture, déjà, on avait notre première rencontre multipartite. D'accord. Donc c'est vieux. C'était vraiment précoce. Oui, c'est vraiment précoce. Moi j'étais très surprise qu'Hélène Kung ait déjà des idées comme ça, d'afficher aussi à Ravo actif un peu plus dans le village. On n'était pas seulement la petite équipe au bord de la rivière, mais on prenait une place plus importante voilà, dans les activités villageoises. Alors là, on s'était dit, on va inviter les gens de la gare, les gens de Travis. Travis, c'est donc les transports de la région, et les transports par car. Il fallait aussi des gens de Travis parce que c'est eux surtout qui étaient perturbés dans leurs activités au bureau qui est dans la gare. Et puis on allait inviter aussi les commerçants, parce que automatiquement, quand il s'agit d'un peu de fauche qui vient comme ça à l'improviste,
On pense tout de suite que c'est les requérants parce qu'ils ne sont pas comme nous, parce qu'ils viennent d'ailleurs. Donc on les accuse. Il fallait quelques personnes parmi les commerçants qui viennent à nos rencontres. Il fallait des gens de la commune, il fallait des gens de la police et il fallait des gens du centre éventuellement. Et on a réussi à réunir un peu ça. Donc aussi des personnes du service juridique et des personnes des aumôniers. Donc ça faisait tout de suite quand même une bonne tablée de personnes qui se sont rencontrées. La paroisse protestante nous a assez rapidement cédé un endroit, un local à la maison de paroisse pour faire ces rencontres. Et puis c'est Aravo, la présidente d'Aravo, qui a géré ces rencontres depuis le début. Donc c'était Madame Matisse qui était la première présidente et c'est elle qui a pris en main ces rencontres pour donner la parole à chacun, mettre à plat les sujets qui hérissent, les questions qui occasionnent une non-compréhension entre les uns et les autres. Et il y a plusieurs choses qui ont, voilà, des solutions qui ont vu le jour au travers de ces rencontres. Alors, assez rapidement, on a décidé de se retrouver 4 fois par année, et c'est toujours resté 4 fois par année, depuis lors, où on a ces rencontres. J'y étais à la multipartite cette semaine. Oui. Oui, elle avait lieu mercredi cette semaine. Eh bien, on était 8 personnes. On est souvent 12 ou 14. Cette semaine, on n'était pas très nombreux, mais disons qu'en général, c'est resté tel quel depuis le début. Et on attache de l'importance à ces rencontres. On a plusieurs fois aussi invité des personnes des différents partis politiques. On a eu des personnes des socialistes, des UDC, des personnes UDC qui ont souvent pris la parole parce que, bien sûr, ils avaient peut-être encore plus de questions que d'autres personnes pour s'opposer à la présence des requérants. Il y a eu les PLR, bien sûr. Plusieurs fois, on a demandé, lors de ces rencontres multipartites, au centre, si c'était possible que les requérants aient un travail ou un mini-travail, une occupation, disons. Et puis régulièrement, je me souviens que Madame Matisse proposait ça, elle disait mais écoutez, nous on est prêts à organiser ça parce qu'on trouve tellement anormal de laisser ces gens à se tourner les pouces sans rien à faire du matin au soir et du soir au matin. Et on aimerait qu'ils puissent être occupés. C'est quand même la dignité humaine qui est en jeu. Quand on empêche les gens de travailler, c'est vraiment les rendre un peu misérables et les rabaisser. Et souvent, on avait proposé, en tant qu'Aravo, de s'occuper de ça. Régulièrement, le centre nous répondait « Oui, oui, on y pense. Oui, oui, on va organiser quelque chose. » Mais c'était reporté régulièrement. Jusqu'au jour où on a dit, mais écoutez, ça ne va pas, depuis le temps que les choses sont reportées et rien ne se fait, alors on va le faire. Alors du coup, le centre s'est décidé et ils ont mis en place ce qui s'est appelé les TUP. Les TUP, ça veut dire travaux d'utilité publique. Et les TUP, depuis lors, fonctionnent et ça a été précieux. Et c'est encore précieux, parce que ça veut dire que surtout en relation avec les travaux forestiers, régulièrement des requérants sont embauchés, entre guillemets, embauchés par la commune pour aller travailler dans la forêt, aider au moment du débarrassage dans la forêt des chemins aussi, ou aider au déneigement, aider à nettoyer les hydrantes en hiver, enfin le tour des hydrantes pour que ce soit accessible, ou quelquefois les TUP sont aussi, lorsqu'il y a une fête à Valorme qui est organisée, eh bien c'est eux qui vont pour faire la mise en place et les rangements après coup. Et quand, au fur et à mesure des mois qui ont passé, les communes environnantes ont su qu'on avait comme ça un certain bassin de population qui pouvait rendre des services. Alors, régulièrement en tout cas, les communes de Balais, Lignerolles, Romainmôtier, Vauillon, la Vallée de Joux nous demandent si quelques requérants peuvent aller donner un coup de main dans ces occasions-là.
Et Je ne savais pas que ça s'était exporté oui, dans la région. oui, même régulièrement, à chaque multipartite, on nous donne les résultats, on nous donne le nombre de personnes qui ont pu aller travailler. Donc on exprime ça en journée, en nombre journée ou en journéum, et puis combien il y en a qui ont pu être accordés dans les différentes communes. C'est une des choses, en tout cas, qui a été intéressante. Et ça fait à peu près combien de jours par mois en ce moment, par exemple? Enfin, c'est une dizaine de jours par mois, une trentaine de jours par mois? Si... Je pense que, qu'est-ce qu'on va dire, entre 30 et 80 peut-être par mois, entre toutes les personnes, en comptant chaque fois donc le nombre de jours par le nombre de personnes. Ouais. Alors ça fait à peu près ça. Ouais, ce qui est relativement conséquent, ça fait quand même une occupation pour une dizaine, une quinzaine de personnes. Et régulièrement, donc, le responsable des forêts va chercher les requérants, ou bien quelqu'un du centre accompagne les requérants sur place dans la forêt pour travailler. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est quand c'est possible que les requérants travaillent au village, dans le village, pas seulement cachés dans la forêt, mais vraiment le long de nos routes qui viennent pour nettoyer aussi, etc. Les gens de Valorbe se plaignent souvent que les requérants laissent du chenil le long de leur parcours. Alors là aussi, on a demandé au centre d'organiser des nettoyages réguliers. Mais voilà, les requérants laissent des déchets peut-être bien, mais les valorbiers en laissent aussi beaucoup. Donc finalement, mais quand les valorbiers peuvent voir les requérants travailler le long de nos routes ou le long de la rivière, ça apaise quand même tout de suite les critiques. Elle a eu une époque où il y avait une centaine de personnes qui travaillaient dans le domaine de la gare. Et c'est une gare qui a été construite il y a 100 ans, mais qui a été construite pour durer toujours, qui est en pierre de taille, qui est solide et avec des grands locaux. Les CFF ont accepté de nous louer l'ancien local de formation pour les apprentis. Et comme nous, on avait envie encore de plus, eh bien, ils ont accepté de nous ouvrir, enfin de nous confier une partie de l'ancien local à vélo et de l'ancien local à bagages, qui étaient des choses plus guère employées à ce moment-là. Et donc là, je parle de 2004. Et puis, donc, on a pu investir ces lieux. On a créé des toilettes, on a créé un local pour faire un vestiaire, on a créé un local pour le service d'aide juridique qui jouxtait justement le local des apprentis où on a installé l'accueil. Et là, notre accueil se trouvait d'emblée grandi de beaucoup. On avait eu 12 mètres carrés à Monté 50 et tout à coup on en avait 30. Et l'endroit était bien chauffé, et il était lumineux, on avait des grandes fenêtres. Pour nous, ça a été très positif. Et alors là, tout à coup, on pouvait accueillir du monde. Alors ça devenait peut-être plus brillant, bien sûr, parce qu'on avait beaucoup de requérants. Et ça a été, donc de 2004 à 2011, ça a été l'époque, je pense, où il y a eu le plus de requérants au centre. Et il y a eu enfin, le centre était plein, et même quelquefois il y a eu une augmentation énorme, si bien qu'il y avait beaucoup de matelas dans les couloirs au centre, dans le réfectoire même. Et c'est arrivé, mais tenez-vous bien, qu'on accueille à ce moment-là jusqu'à 200 personnes d'un matin. Alors bien sûr, tout ça, ça occasionnait des fois peut-être des difficultés à l'intérieur et quand il faut essayer de parler un moment l'anglais, un moment l'allemand, un moment l'italien, eh bien c'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est peut-être juste aussi de parler un peu des bénévoles. Donc notre équipe de bénévoles, bien sûr, a augmenté au fur et à mesure des besoins. Le bouche à oreille a aussi beaucoup fonctionné. Facilement, une bénévole a amené une voisine, une amie, et petit à petit, notre équipe de bénévoles s'est énormément augmentée. On avait en tout cas 40 bénévoles par mois, 40 personnes différentes, et les bénévoles venaient de la région d'Yverdon,
la région de Lausanne, la région de la vallée de Joux, donc ça fait comme un gros triangle. Et puis dans tout ce secteur, certaines personnes venaient en général entre 1 et 5 fois par mois. Donc on avait un bon engagement, un bel engagement. Et une fois par mois, on avait décidé de faire des rencontres aussi pour les bénévoles, des rencontres où chacune puisse parler un peu de ce qu'elle vit, des questions qu'elle se pose, des joies ou des difficultés, ou des problèmes d'incompréhension avec un autre bénévole. Et bien sûr que tout ça, c'est fait. Et c'était le moment pour aplanir les choses, ces rencontres. Qu'est-ce qu'on va dire, entre une quinzaine de bénévoles étaient là, ou une vingtaine chaque fois, et puis où on pouvait s'expliquer, se dire les choses. Alors bien sûr que là, j'étais responsable de l'accueil, toujours, et puis j'étais responsable du groupe de bénévoles. En général, ces rencontres, on les tenait à deux, la présidente et moi. J'étais vice-présidente, et il y en avait l'une qui dirigeait les discussions, l'autre qui faisait le PV. Ce que j'ai toujours essayé, disons, d'exprimer, c'est qu'avec 40 personnes différentes, de cultures différentes, d'origines différentes, de conceptions de vie différentes, etc. C'était normal qu'on ne puisse pas tous faire pareil, qu'on ne puisse pas tous avoir la même idée. Certaines idées de base qu'il fallait respecter, mais à côté de ça, eh bien, voilà, les choses se vivent différemment, et puis il faut s'accepter comme ça. On a commencé, on n'avait point d'argent, on n'avait rien, et puis après, petit à petit, on a pu remplir la caisse, mais l'argent n'est pas venu tout seul. Et moi, je suis peut-être d'une nature assez économe, alors c'est vrai que je donnais des directives de ne pas vilipender, que ce soit le sucre, le lait ou je sais pas quoi. On me l'a souvent reproché, alors je reconnais que tout ça est vrai, mais si on n'avait pas commencé avec des petits moyens, eh bien, ma fille, les moyens étant petits, il fallait faire avec. En tout cas, l'expérience avec les bénévoles a été une belle expérience. D'une façon générale, il y a eu vraiment une bonne ambiance. Vraiment. Et j'ai jamais entendu dire que quelqu'un soit parti fâché, claque la porte et quitte notre groupe. Au contraire, je dirais que souvent ce qui m'a frappé, c'est que ces personnes, ces 40 bénévoles qui travaillaient là sur le mois, eh bien, étaient toutes des personnes qui aimaient accueillir, puisqu'elles étaient là pour faire l'accueil des requérants, c'est qu'elles aiment accueillir, c'est qu'elles ont une certaine ouverture personnelle, et c'est pour ça qu'on a pu avoir vraiment des bons contacts et une bonne collaboration. Ça a beaucoup aidé. Et on a eu des gens formidables et des gens remarquables, qui venaient des fois de loin, mais qui venaient régulièrement. Mais je trouve qu'on a eu affaire à des gens remarquables. Tout à fait. Souvent, les gens nous ont dit, mais est-ce que c'est pas dangereux de travailler dans ce cadre-là? Comment est-ce que vous faites? Il peut y avoir des violences, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vraiment vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez en sécurité? J'aimerais citer une anecdote. Un jour, j'étais en train de préparer le repas et le téléphone sonne. C'était une bénévole qui venait de rentrer de sa permanence à la gare. Et elle était toute tremblante, encore elle-même, et puis elle avait besoin de parler, besoin de raconter. Puis elle me dit, mais tu sais, je me suis toujours demandé comment je ferais si un jour il y avait une bagarre dans nos locaux. J'avais très peur de ce moment-là, puis je me disais, mais quand ça arrivera, mais est-ce que je serai capable de me débrouiller et qu'est-ce que je devrais faire? Elle avait peur de ça. Puis elle m'a dit, ben voilà, c'est fait, j'ai eu ma première bagarre. Alors, elle avait besoin de le raconter, c'est vrai. Et puis elle me dit, mais c'est incroyable, tout à coup, il y en a deux qui se sont pris à partie, de requérants, donc qui se sont pris à partie, qui se sont invectivés, et puis très vite, c'est arrivé au coup. Ils se sont empoignés tous les deux, il y a des verres qui ont giclé à travers la pièce, etc. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire?
Et puis, en rien de temps, tout s'est solutionné. Les autres requérants ont poussé dehors ceux qui se bagarraient pour qu'ils aillent finir de s'empoigner à l'extérieur. D'autres se sont approchés de nous, les deux bénévoles qui étions là, parce qu'ils voulaient nous protéger. Elle m'a dit, j'en reviens pas. Alors vraiment, il n'y avait pas de problème. Moi qui avais eu si peur, eh bien, ça ne valait pas la peine. Donc, en décembre 2007, il y a une pétition qui a été déposée au conseil communal, comme quoi vraiment la gare devait être fermée aux requérants. Il fallait trouver un moyen d'interdire l'accès à la gare pour les requérants. Et c'est ça qui était demandé au conseil communal. Le syndic a demandé à la présidente, eh bien voilà, on a trouvé, il n'y a qu'une solution, c'est que vous quittiez la gare. Ouh là là! Alors la présidente au comité suivant, la chantait pas fixe. On avait quand même fait beaucoup de réparations dans ce local. On avait mis pour 60 000 francs de frais pour agrandir, pour être à l'aise, pour installer un petit coin cuisine et tout ça. Donc c'était un coup d'assommoir pour nous. Et là, un des membres du comité, Daniel Rocha, nous dit, eh bien, c'est impensable qu'on soit acculé comme ça. Ça, c'est pas normal qu'on nous fasse des reproches d'être à la gare et de déranger tout le village. Mais la grosse question, c'était encore autre chose. Ce qui était vraiment sous-jacent, c'était encore autre chose. On nous reprochait particulièrement d'avoir un bon contact avec le SAGE, donc le service d'aide juridique. Daniel Rocha nous dit, eh bien, je propose que nous allions discuter avec M. Lebas, qui est au Conseil d'État à Lausanne, au château. Nous sommes partis rencontrer M. Lebas. Il avait 2 secrétaires avec lui qui ont pris beaucoup de notes, qui nous ont posé beaucoup de questions. Et M. Lebas nous dit, mais c'est formidable ce que vous faites à Valorbe. Ah bon? J'en apprends beaucoup. Et là-dessus, M. Lebas était très surpris de l'attitude de Valorbe. Et il a pris son téléphone et il téléphone au syndic de Valorbe. Eh, dis donc, j'ai entendu dire que tu as une équipe formidable, cette équipe d'Aravo qui travaille avec toi pour aplanir un petit peu les choses avec les requérants à Valorbe. Mais quelle chance tu as, il y a une 50aine de personnes dans cette association. Eh ben, t'en as de la chance d'avoir tout ce monde. Il y en a bien qui n'en ont pas autant que toi, etc. Et puis le syndic. Le syndic ne revenait pas d'entendre ça, lui qui justement se sentait en opposition avec notre engagement. Et M. Lebas, qui est juriste lui-même, savait bien de quoi il parlait. Et il a dit, mais c'est pas du tout un problème que Aravo travaille avec le SAGE, c'est tout à fait correct, c'est juste. Et voilà, si bien que le syndic là-dessus, il me dit, mais dis donc, quand est-ce que tu as ta prochaine rencontre avec tes bénévoles? Et puis je lui dis, oh mais ça tombe bien, dans un mois, j'ai une rencontre d'une journée entière de formation pour les bénévoles. Il me dit, écoute, est-ce que tu es d'accord, je viens, je veux leur expliquer que j'ai tourné ma veste. Il est venu le mois suivant et il fait l'introduction à la journée et il leur dit, eh ben voilà, j'ai tourné ma veste.